d'abord, je vais vous dire un petit peu l'esprit de ce stand. Donc, nous sommes de la librairie Générale Jason. C'est une librairie qui existe depuis 1952 en Guadeloupe. Et nous venons depuis un certain nombre d'années au Salon du Livre de Paris présenter les écrivains, les écrits, peut-être pour être plus juste, des Outre-mer, mais aussi j'ai toujours une sélection d'ouvrages et une présentation aussi des rencontres avec des écrivains haïtiens. Par exemple, hier, nous avons eu le très grand plaisir de recevoir Rodney Saint-Éloi, Marvin Victor, qui est un jeune écrivain haïtien dont le premier roman a été édité chez Gallimard, donc c'est signe de très grande qualité. On sait que la littérature haïtienne est une littérature, une très belle littérature qui reçoit des prix, les écrivains reçoivent régulièrement des prix, donc ça veut dire que la qualité y est. D'ailleurs, sur ce salon du livre de Paris, vous avez dû remarquer qu'il y a beaucoup d'écrivains haïtiens. Donc le principe de ce stand, c'est un stand de rencontre, d'échange entre les différents territoires, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, mais aussi rencontre avec les environnements, c'est-à-dire Haïti, Maurice, avec les pays proches, quoi. Effectivement, le livre s'appelle Rue Montaut-Ciel. Il y a une vraie rue qui s'appelle rue Montaut-Ciel en Martinique, à Saint-Pierre. Et chacun sait que Saint-Pierre a été détruite en 1902 par l'éruption du volcan La Montagne Pelée. Et l'histoire commence là. Mais en fait, elle va s'étaler un peu comme une saga familiale, en rapport toujours aussi avec l'histoire des Antilles, l'histoire de la traite négrière et le besoin qu'on a toujours de marronner. Donc il y a tout un symbole, si vous voulez, dans Rue Montaut-Ciel. C'est pour ça que d'ailleurs le titre est gardé, alors que au fil du livre, les actions vont se passer ailleurs qu'à Saint-Pierre. Mais le thème général, c'est ça, c'est une espèce de marronnage qui n'est plus celui du temps de l'esclavage, mais qui est celui dont nous avons toujours besoin pour échapper à diverses catastrophes de la vie, à diverses contraintes, à diverses rencontres pénibles. Et donc, de 1902 à 2002, l'action du livre s'étend avec chaque fois un personnage qui va devoir hop, s'élever, marronner, sauter la barrière. Voilà l'explication. C'est bien. Alors j'ai un autre livre ici qui est sur Joseph Zobel, que tout le monde connaît parce que c'est l'auteur de La Rue Cazenègre. Et j'ai eu la chance d'être l'ami de Joseph Zobel. Alors quand j'ai assisté à ces derniers instants, et j'ai eu envie de raconter notre amitié. Donc c'est pas un livre sur la vie de Joseph Zobel, c'est un livre sur l'amitié qui me liait à Joseph Zobel, qui était mon père spirituel en quelque sorte. J'allais chez lui plusieurs fois par an. Et il m'a, comment dire, pas réconcilié, c'est pas le mot, mais ça a été le chaînon manquant parce que je suis né à la Martinique, mais je suis parti, j'avais 2 ans. Pas de doute, Dieu existe. Alors qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Vous savez, lorsque vous envoyez votre appareil photo ou votre caméra à qui vous faites confiance dans l'espace et que cet appareil photo et cette caméra reviennent et vous apprennent qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles et de planètes dans l'immensité de l'univers, vous ne pouvez pas, comment pouvez-vous penser un instant seulement que vous seriez le seul être pensant dans cette immensité de l'univers? Il y a probablement d'autres êtres pensants. Et je suis donc parti à la recherche de ces autres pensants. Et quand je dis, pas de doute, Dieu existe, ça ne veut pas dire, mon 30e roman d'ailleurs, ça ne veut surtout pas dire que je me sois transformé en pasteur, mécréant repenti, prêchant la bonne parole. Pas du tout. J'examine les folies humaines. Lorsque vous bâtissez votre maison, vous vous assurez des fondations. Alors il y a quelqu'un quelque part, appelons-le Dieu si vous êtes croyant, appelons-le phénomène physique si vous êtes athée, mais ce quelqu'un qui a bâti la planète Terre s'est assuré des éléments constitutifs de la planète. Et ces éléments, à mon avis, c'est l'or, le diamant, l'uranium, le pétrole,
Et ce que nous avons fait depuis notre apparition sur Terre, nous avons enlevé dans le corps même de la Terre l'or, le pétrole, le diamant. Et tout ça s'écoule. La Terre, la planète Terre est déstabilisée. Rappelez-vous, il y a quelques mois, la catastrophe pétrolière avec comment s'appelle ça, la plateforme pétrolière qui a déversé des tonnes et des tonnes de pétrole dans la mer, dans le golfe du Mexique. Il a fallu à l'homme 1 mois d'efforts désespérés pour colmater cette brèche. Il a réussi de justesse. Pour moi, c'est le sang de la Terre qui s'en va. Il y aura d'autres catastrophes du genre. La planète ne peut plus résister. Elle est faible de tout ce que vous avez extrait de son corps, c'est-à-dire de l'or que vous avez enlevé, de l'uranium que vous avez enlevé, du pétrole que vous avez enlevé. Ce n'est pas une bombe atomique qui va déstabiliser la planète Terre. Avec ses constituants, elle est capable de résister à une explosion atomique. Ce qui va entraîner la destruction de la planète, c'est le basculement que vous provoquez parce que vous l'avez vidé de ses constituants, de ses éléments constitutifs. La planète court un grand danger, à mon avis. Nous sommes à l'aube d'une catastrophe. Et la prédiction Maya, puisqu'on en parle depuis tant, et vous avez des films catastrophes qui affolent les gens par cette fameuse prédiction, elle existe effectivement. Et parce qu'à mon avis, il y a déjà eu plusieurs explosions de la planète Terre, plusieurs basculements. Et à chaque fois, vous avez une alerte. Vous avez des gens qui vous préviennent. Cette fois-ci, c'est la prédiction Maya. Après, ce sera une autre prédiction. Mais en tout cas, la planète court à sa perte. C'est au rythme des tambours sacrés. Mais c'est pas un peu superstitieux comme phrase? Superstitieux, je ne pense pas. C'est des tambours religieux, donc il y a du sacré derrière. Et donc non, c'est pas du tout superstitieux. Par contre, c'est vrai que c'est une vraie connexion avec l'Inde, avec sa spiritualité. Donc c'est pour ça aussi que je voulais ce titre. Et vous pouvez voir la couverture aussi représente ma vision de l'Inde en fait. Donc c'est une femme, donc c'est Shiva et Shakti mélangés. On y retrouve de la spiritualité, on y retrouve l'hindouisme, le chamanisme, beaucoup de choses en fait. Donc pas de la superstition, mais de la spiritualité plutôt. D'accord, ok. Alors, en écrivant ce bouquin, d'accord, vous nous avez dit comment ça vous est venu à l'idée. Et qu'est-ce que vous souhaitez nous dire de secret et puis d'autres choses, d'autres projets pour l'avenir? Alors ce livre en fait c'était pas du tout prévu, c'est quand je suis partie 5 mois en Inde, tous mes amis voulaient que j'ai un blog pour pouvoir me suivre, donc j'ai commencé à écrire et à y prendre goût et à la suite je me suis dit c'est dommage qu'il n'en reste rien, que ce soit juste un blog sur internet, donc j'ai voulu faire partager avec mes amis, avec ma famille ma découverte de l'Inde, parce que les images qu'on voit à la télé sont souvent assez négatives, on montre essentiellement la pauvreté ou l'opposé Bollywood et paillettes, et moi je voulais montrer l'Inde tout simplement, sans se poser de questions, sans intellectualiser. Et mon secret, c'est que c'est une terre merveilleuse et qu'il faut vraiment y aller. Et autre chose, c'est que quelles que soient nos origines, je pense qu'il faut les connaître, qu'on ait des origines indiennes, alsaciennes, africaines, c'est important d'aller découvrir ses origines parce que c'est se connaître soi. D'autres en fait. Expliquez-moi comment ça s'est venu à votre idée de commencer à écrire un bouquin, l'histoire, tout ça. Ce sont des histoires de la vie. Donc tout simplement en parlant comme ça, en discutant, en écoutant diverses personnes, diverses histoires. Donc voilà, comme ça. Donc comme de temps en temps mon stylo traîne sur du papier, j'écris quelque chose. Donc au fur et à mesure, c'est venu ces histoires de femmes. Oui. Oui. Vous avez bien dit, des histoires de femmes, c'est vrai, c'est très bien. Bon, et comment les femmes ont accueilli ce roman? Eh bien, de diverses manières, hein. Bien sûr, tout à fait. Mais bon, quand même, il y a des hommes oui, il n'y a pas que des femmes, hein, parce que quand je parle d'histoire de femmes par rapport à l'idée d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants, forcément, il y a des hommes qui apparaissent, parce que jusqu'ici, une femme ne fait pas un enfant sans avoir un homme. Donc voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire sur ce stand, sur cette grande plateforme?
mais que nous sommes très contents de renouveler notre présence dans le cadre de ce salon du livre, qui est quand même une grande vitrine pour les littératures du monde, on va dire. Et évidemment, l'Afrique a sa place via ce stand. Voilà, nous mettons tout simplement en avant les littératures du continent, de l'Afrique noire, francophone. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir valoriser ces écritures fortes, riches, et évidemment ces auteurs. On m'appelait surprise, Oui. Lorsque vous voyez ce qui se passe actuellement dans le monde, le Japon qui a du mal à contrôler, c'est vrai, les turbines nucléaires, c'est vrai, les pays de la Méditerranée qui se révoltent, et aussi du côté de, c'est vrai, Laurent Gbagbo, c'est vrai qu'il ne veut pas laisser le pouvoir à Alassane Ouattara. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre avis sur ces sujets qui dominent le monde actuellement? Et parce que justement j'ai un micro devant moi, donc j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord et le faire savoir. Et c'est mon témoignage à moi, et je souhaite que beaucoup de gens disent on n'est pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec quoi? Avec la marche du monde, mais d'un autre côté, je suis pas d'accord avec ces archaïsmes-là, alors que je trouve que le monde, si on veut bien le regarder, il marche pas si mal que ça, parce que moi j'ai souffert du racisme quand j'étais petit. Mon père était breton, ma maman martiniquaise, il a fallu que je me fasse ma place, mais quand je regarde, ne serait-ce qu'ici, je vois beaucoup d'enfants noirs, je vois beaucoup d'enfants métis, et par rapport à ma vie à moi, par rapport à la souffrance de ma maman, je dis le monde ne va pas si mal. On n'a plus à se battre pour dire moi je suis métisse, par exemple. Et je dis que le message glissant passe bien. Voilà. Au cas précis du Japon, c'est que je voudrais en fait saluer la force du peuple japonais. Voilà, moi j'ai tout simplement envie, quand voilà, nous n'avons que les médias pour suivre Internet, la télévision, nous n'avons que ça, nous ne sommes pas sur place, mais j'ai tout simplement envie de saluer vraiment la force du peuple japonais face à cette situation. C'est terrible quand même de se retrouver du jour au lendemain dans une situation de ce genre-là, mais le Japon, ça devrait être un exemple aussi pour tout le monde, de se dire l'environnement, on maltraite l'environnement et nous le fait payer. Donc là, c'est avec les tsunamis qui a déclenché tout ça. Peut-être se poser des questions par rapport à l'environnement, la façon dont on utilise le nucléaire. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons d'avoir de l'énergie? Je pense que c'est des vraies questions qu'il faut se poser actuellement. Aujourd'hui, parce que vidée de ses constituants, elle risque de basculer parce qu'elle perd tout son sang. Et c'est ça. Et c'est ça le prévisible, à mon avis. C'est ce qui nous attend. La planète ne peut résister à rien du tout. Vous savez, on y va un petit peu lentement. Pourquoi n'a-t-on pas commencé par ça? Mais nous pouvons faire marcher une fusée, un porte-avions, tout ce qu'on veut, avec l'énergie solaire. On y pense maintenant et maintenant seulement. C'est-à-dire la nature, celui qui a fait la planète Terre, encore une fois, appelons-le comme on veut, Dieu, nature, tout, il avait déjà tout prévu. Voyager dans l'espace, mais il y a l'énergie solaire. Faire des voitures, il y a l'énergie solaire. On y pense seulement maintenant, alors qu'on a déjà détruit la planète Terre. Voilà ce que je constate et voilà ce que je dis. Le problème du nucléaire qui est soulevé par ce qui se passe au Japon, bon, évidemment l'émotion est grande. Là aussi, je me souviens qu'on avait combattu contre le nucléaire quand il avait été instauré en France et qu'il y avait des prophètes de mauvais augure qui disaient oui, un jour on s'en mordra les doigts. J'espère qu'on n'aura pas à s'en mordre les doigts, c'est tout ce que je peux dire. Vous savez, je suis allée au lycée Marie Curie à Sceaux et on avait un prof qui nous avait dit Marie Curie, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a apporté de quoi guérir le monde avec les radios. En trouvant le polonium, le radium, en isolant et tout cela. Mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui a apporté la possibilité de faire aussi beaucoup de mal. Bon, mais je veux garder l'aspect bon qu'on pourra essayer de canaliser